Bonjour, je suis Alexandra Victoire et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission à la rencontre des auteurs de la maison d'édition Maya. Pour ceux qui ne connaissent pas Maya, c'est une maison d'édition française, innovante, qui donne l'opportunité à des primo-auteurs comme moi d'éditer leur premier roman avec un contrat pour compte d'éditeur. Maya permet aussi à tout écrivain qui souhaite s'exprimer librement, qu'il soit débutant ou confirmé, de le faire avec une maison d'édition qui donne une liberté d'expression totale à ses auteurs en gardant leurs œuvres intactes afin de préserver leur authenticité. Vous l'aurez compris, la diversité des profils de Maya est d'une grande richesse. Docteurs, pompiers, policiers, étudiants, retraités, avec plus de 2000 auteurs au catalogue. Et donc, ce sont donc ces œuvres, ces histoires, ces personnes et leur parcours de vie que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter Étienne Chambrelan, auteur du livre Nous sommes tous SMIC Art. Effectivement, un roman à la frontière entre fiction, chronique artistique et satire sociale. Donc, bienvenue Étienne, merci d'être ici avec moi. Tout d'abord, l'une des choses qui m'a frappée dans votre livre, c'est à la fois votre titre, qui est un jeu de mots entre SMIC, qui représente plutôt la pauvreté, et art, qui s'adresse plutôt à une classe, on va dire, élitiste, oui. et votre couverture, qui est quelque peu provocante, effectivement, avec une peinture d'une femme dénudée. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre et pourquoi vous avez choisi cette couverture, Étienne ? Voilà, bon, effectivement, nous sommes tous SMIC Art, qui se dit rapidement SMICAR, mais ça passe inaperçu si on s'arrête pas un peu. Et parce que je pense que nous avons tous le SMIC en nous, quelque part. Et que la plupart du temps, les gens qui se mettent à écrire ou à faire de l'art, de la sculpture, de la peinture, ça a été une histoire de rencontre. C'était un petit peu un hasard, même s'il faut aller le chercher un petit peu, le hasard. Et pour ma part, ça a été ça. J'ai commencé à peindre et à sculpter à l'âge de 50 ans. Suite à un arrêt maladie où je remettais en cause ce que j'allais faire dans ma vie. Et je commençais déjà à sculpter un petit peu parce que j'étais doué avec mes mains. Et ça a commencé là. Je me suis lancé là, à ce moment-là. À l'âge de 50 ans, j'ai commencé. Il est jamais trop tard. Et qu'avez-vous fait avant vos 50 ans? Quel était votre parcours? Voilà. Donc, tous ces mots-là sont pas choisis par hasard, évidemment. C'est-à-dire que si on veut parler du plus gros de mon parcours, c'est mon enfance, où j'étais un enfant muet. Hein, j'étais un cancre. J'étais un cancre parce que je comprenais rien à ce qui se passait dans la vie. J'avais peur du monde. On appelle ça l'inhibition. Les psychiatres ont des mots là-dessus. Et je me souviens même avoir eu, au cours de mon enfance, des psychologues qui venaient me voir, une fois ou deux par an, pour voir où j'en étais, parce que je parlais pas. Et moi, j'étais content. C'était une dame, je me souviens. Elle me faisait faire des cubes, des trucs de couleur. J'étais content parce qu'elle s'intéressait à moi, tout simplement. Et j'étais heureux. Mais bon, ça n'est que 20, 30 ans après que je me suis dit, mais oui, c'était une psychologue qui venait voir où j'en étais parce que j'étais complètement... J'ai redoublé CM1, CM2, la 6e, la 5e. J'ai redoublé tout ce qui était redoublable. Si on avait pu redoubler dans la maternelle, je la redoublais aussi. Vous n'auriez jamais imaginé que vous deviendrez écrivain? Ah, ça non alors. Et il y a peut-être quelque part une petite revanche sur l'école dans l'écriture. J'imagine. Et c'est Oui. pour ça que je voulais justement vous poser la question. Comment en êtes-vous venu du coup à l'écriture pour quelqu'un qui n'aimait pas l'école et qui ne se sentait pas du coup rentrer dans les cases sociales L'écriture, ça commençait par l'art déjà. C'était plus facile. J'étais très doué de mes mains. Vous savez, j'ai fait partie de ces gens qui, quand on n'est pas bon, on va passer un CAP. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait. Et comme j'étais très bon, très doué de mes doigts, de mes mains, et ben là, ça a été un petit peu plus facile, quoi. Pour moi, c'était, oui, passer un CAP, c'était facile. Et puis, dans notre famille, quand même, ceux qui allaient jusqu'au bac, c'était les riches. Hein, on était 6 enfants, il fallait quand même
s'en débarrasser un petit peu. Moi, j'ai eu des parents aimants, hein, c'est pas le problème. Il fallait quand même, on ne pouvait pas les nourrir tous en même temps. Il fallait que ça parte au bout du CAP, quoi. Voilà, bon, c'est comme ça. Hein, et je ne regrette pas. Hein. Je ne pourrais pas regretter, j'en sais rien. Tout ça, c'est comme ça. Et du coup, comment êtes-vous passé de la sculpture à la littérature? Parce que c'est différent quand même. Alors, on va retrouver ce petit point. J'ai écrit un livre à cet âge-là, à l'âge de 50 ans, j'en ai un peu plus de 70. À l'âge de 50 ans, j'ai commencé à écrire un petit bouquin qui s'appelle du désiré écrire à l'écrit désiré. Déjà, je voulais savoir ce qui se passait dans le désiré écrire. Et j'ai écrit un petit bouquin, qui a été publié il y a une vingtaine d'années. Ouais. Ah, d'accord, très bien. Et vous l'avez publié où, ce livre? Je sais plus. Ça s'appelait aussi, je crois, La Société des écrivains. D'accord. Voilà. Et du coup, vous êtes resté 20 ans sans écrire. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a motivé 20 ans après à reprendre votre plume? Bon, j'ai fait l'artiste, hein. J'ai fait le sculpteur, le peintre. J'étais un petit peu remarqué assez vite au début au niveau des sculptures, parce que là, c'est pareil, c'est toute une histoire. J'ai choisi le bois. Sculpter le bois, mais c'est besogneux, c'est dur, c'est long. Je cherche les synonymes de besogneux, si vous en avez quelque chose. C'est parce que c'est le parcours de ma famille. On est besogneux. Et je ne pensais même pas à démarrer l'art comme ça, avec facilité. Il fallait vraiment travailler. Mon papa était maçon, j'ai fait de la maçonnerie beaucoup aussi. Et pour moi, il fallait travailler. Et travailler. En même temps que l'art, c'était du travail. D'accord, c'est qu'il y a effectivement un travail manuel important, un effort physique. Oui. Et quel type de sculpture, du coup, faisiez-vous? J'ai fait beaucoup de nus, de semi-nus, D'où l'illustration qui est sur l'illustration qui est effectivement un tableau de Modigliani. Et pas par hasard, hein, quand on parle du SMIC, ce tableau il a été vendu 65 millions de dollars aux enchères. Donc tout ça, ce sont des allusions, des contrastes qu'il y a beaucoup dans le livre, beaucoup à toutes les pages, vous allez voir des trucs comme ça. Et j'ai le sentiment que pour arriver à le lire à la fin, il faut le lire au moins 3 fois. Vous voulez dire qu'il faut les lire 3 fois pour comprendre? Oui. D'accord, parce qu'il y a plusieurs degrés d'interprétation. Voilà. Parce que j'arrive pas à dire les choses directement du premier coup. Alors je fais un tas d'allusions, mais tout ça est travaillé quand même. Justement, j'en arrive à ma prochaine question, qui est de savoir qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer le monde de l'art contemporain à travers la fiction et l'humour, parce que le livre est empreint d'humour à chaque page. En fait, moi j'étais quand même quelqu'un pour qui l'art a bouleversé, parce que l'art c'était un autre monde. Et c'était un grand mystère. Pour moi, l'art c'était un grand mystère. Vous savez, même le long du livre, il y a plein de trucs qui reviennent de ma famille, où on a pu dire une fois, un frère, ou un jour on ira voir l'opéra. Il y a plein de trucs comme ça qui fusent. Cette phrase-là, ça vient du petit peuple, hein, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'opéra, puis il faudra bien aller voir un jour ce que c'est. Hein. Et puis l'opéra, ça se voit, ça se chante, on ne sait même pas, dans nos familles, que ça se chante, ça se voit et tout ça. On dit un jour, il faudra voir l'opéra. C'est comme ça. Donc, pour revenir à votre question, il y a des... Je parle aussi beaucoup du langage et du verbiage artistique. Alors là, c'est florissant. C'est formidable. Alors moi, en même temps que ça m'a fait rire, ça m'a étonné. Et au cours de mes expositions, au cours de tout ça, j'écoutais un petit peu les gens, comment ils parlaient de leur œuvre. Et vous connaissez le verbiage un peu vaporeux des artistes. Et quand les artistes sont novices, ils vont sur ce terrain-là quand même, et ça donne un brouhaha incroyable. Et pour vous donner un exemple, celui qui me vient à la tête, bien sûr, je l'ai un peu écrit, hein, je parle de Pierre Soulages, à un moment donné, qui a beaucoup écrit sur le noir. Il a parlé de l'outre-noir, du noir-lumière, le clair-obscur. Moi, je devine un peu, mais je sais pas trop ce qu'il veut dire, quoi. Maintenant, je sais un petit peu mieux. Il a parlé du champ mental. Tout ça pour nous élargir notre champ mental. Là, vous savez, c'est pas rien. Hein. Mais du coup, vous reprochez de mettre beaucoup de vocabulaire et peu d'art Non. C'est-à-dire que ce sont des mots qui sont pas à la portée de tout le monde. Et je pense justement si vous allez interviewer un paysan, vous pouvez lui parler de son champ de betteraves.
il va vous parler du nombre d'hectares qu'il a, de son tracteur, puisque euh, Pierre Soulages dit l'outil n'est pas noir, l'outil n'est pas le noir. Ça alors c'est chaud. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un petit monde hein, ça qui peut aller traduire tout ça. Bon, mais enfin voilà, il repart sur son tracteur et pas, il est dérouté. Hein, il dit c'est un parigot celui-là. Pourquoi il me parle du champ mental? Moi c'est mon champ de betterave. Donc par contre, si vous interrogez Pierre Soulages sur le champ de betterave, alors lui il n'est pas dérouté du tout. Il va savoir en parler. Et il en parle comment? Il en parle comment? Eh bien, il va vite trouver une couleur. Et il va trouver la couleur noire betterave violacée. Et là, il invente une autre couleur. Et sur la betterave, il y a plusieurs couleurs, ça dépend des champs. Et lui, il va en faire un bouquin. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la limite, c'est tout le propos du livre. C'est cette interaction entre les gens du peuple et le monde de l'art. Voilà. Et en délirant sur le monde de l'art, je crois que ça permet de nous soulager et d'enlever un petit peu notre honte culturelle. Ce qui est amusant, c'est que vous êtes vous-même artiste. Du coup, y a-t-il de l'autodérision dans votre livre? Oui, beaucoup d'autodérision. Oh, oui. Oh, mais je me moque des autres, mais on peut se moquer de moi, hein, je me moque de moi aussi. Je sais pas, mon champ mental, hein, il n'est pas très large. mais lui, Soulages, il va en faire 3500 hectares biodégradables, sans problème. Il va vous élargir votre champ mental. Votre livre, à vrai dire, élargit beaucoup le champ mental. Dès le départ, on est un peu dérouté par la structure qui est éclatée, tout est déstabilisant. On n'est pas dans les codes conventionnels d'un roman. Et du coup, vous avez voulu aussi exprimer en fait votre pensée à travers la structure même de votre livre. C'est-à-dire que tout est différent. Voilà. Et ça parle beaucoup aussi de l'altérité, c'est-à-dire du rapport à l'autre, de la façon dont l'autre se représente le monde. Voyez-vous que le paysan, c'est son tracteur et son champ de betterave. Pierre Soulages, c'est sa peinture. Et le noir, betterave violacée. Voilà. Là, il y a un choc. Alors, peut-on dire que votre livre est autant un hommage qu'une critique du monde artistique? Oui, on peut le dire. Il faut que j'élargisse mon champ mental, moi aussi, voyez-vous. Sinon, donc oui, on peut le dire. Et puis l'art aussi, c'est un des rares lieux où l'expression reste libre. Pour le moment, et pas toujours. Mais enfin, vraiment, je pense que c'est vraiment ce lieu-là qui permet tout. L'art permet tout. Alors, je dis de tout sur l'art. Je veux dire parfois que l'art est bidon, l'art est fou, l'art est espoir, l'art est nécessaire, l'art est permis. Voilà. Mais il est surtout liberté, quoi. C'est ce que vous montrez, c'est qu'en fait, on a la liberté d'écrire comme on veut, dans les temps qu'on veut, inventer ses propres mots et faire effectivement sa propre autodérision. Oui. Alors maintenant, est-ce que vous êtes dans le personnage de Jean? C'est ça que je voudrais savoir aussi. Oui, tout à fait. Oui, dans le personnage. Vous savez, moi, j'ai fait rouler la brouette avant de tenir un pinceau. Hein. Je veux dire, j'ai commencé à 50 ans, hein, à l'âge de 50 ans. Hein. Vous avez beaucoup de recul par rapport à ce que vous faites. Oui, là j'ai 52 ans. Donc comment il est né, hein, le personnage de Jean? Voilà, c'est mon jumeau, c'est ma famille, ce sont les miens. J'écris pour les miens. Puis je ne saurais pas comment faire autrement. Oui, je témoigne, c'est un témoignage. C'est un témoignage de votre expérience, de votre perception de cette expérience. De manière très créative. Oui, et puis parce que vous inventez beaucoup de fausses citations, de faux magazines. Ça n'est que ça. Ça n'est que des... Mais attention, j'ai commencé à travailler, je ne suis pas parti de n'importe où. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que c'était des expressions que vous utilisiez déjà et que vous avez... Ayant entendu ça et là, voir les flyers des artistes ici ou là, leur histoire, leur façon de faire les choses, de dire les choses, eh bien, j'étais à Emmaüs, peu importe, et je suis revenu avec 15 kilos de revues artistiques, toutes différentes les unes des autres, entre les années 70 et 2000. Et avec ces 15 kilos, ces choses-là, j'ai travaillé une année dessus. J'ai repris les perles, que j'ai transformées à ma façon, que j'ai encore un petit peu étoffées,
pour que ça devienne à la limite de la compréhension et de l'incompréhension. Comme celle que j'ai vécue, moi, devant le champ mental. Vous avez passé 5 ans, c'est ça? Oui, en tout, oui. En Mais tout, la avec première année, Sonia. j'ai commencé à... Je crois que je voulais faire quand même des petits articles comme ça, sans écrire de roman. J'ai travaillé sur ces 15 kilos de revues artistiques, hein, de tout genre. Et j'en ai relevé les perles. J'ai travaillé une année dessus. Donc c'est vraiment le fruit d'un long travail, Oui, minutieux aussi, ça d'analyse. ressemble un petit peu, excusez-moi, ça ressemble un petit peu aux brèves de comptoir, si vous voulez. Mais là, ce sont des brèves de l'art, des brèves sur l'art. Assemblés dans une histoire Assemblés dans cohérente, une histoire déstructurée mais cohérente. un peu déstructurée volontairement, parce qu'il faut aussi Surprendre. surprendre. Et puis pour surprendre, il faut créer. Il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, le résultat est très bon et l'humour est omniprésent dans le livre. Oui. Et je voulais savoir du coup pour vous si l'humour c'est une arme ou une nécessité ou un outil de résilience. Quel est votre rapport à l'humour? Oui, c'est une histoire de résilience, très certainement. Moi, l'humour m'a beaucoup aidé dans la vie. Il a permis de me défendre. Il a permis de jouter. Il m'a permis d'exister. Hein, je vous rappelle que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas. Et donc, il a fallu que j'aille ce passage-là. Bon, je disais tout à l'heure, hein, faire un peu l'intéressant pour intéresser, pour exister. Et vous ne parliez pas parce que aussi vous étiez déjà très timide ou... C'est une maladie. C'est une maladie. Hein, on appelle ça l'inhibition, tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est une maladie. Et du coup, c'est pas difficile pour quelqu'un qui avait du mal à parler donc, et qui est un peu timide de nature, du coup, de se dévoiler dans l'écriture. Est-ce que l'humour, du coup, c'est aussi une manière de pouvoir parler sans être timide? C'est fait pour me défendre et c'est une nécessité pour aller vers l'autre. Derrière cette écriture-là, je me cache beaucoup, beaucoup, beaucoup pour me mettre tout nu. C'est clair. Là, je me mets à nu, mais derrière le rideau de l'humour. Et du coup, finalement, quels sont les messages que vous avez voulu passer au lecteur à travers votre roman? Bon, dans le cours du livre, on verra bien. Le message, c'est que nous sommes tous smicards, c'est-à-dire nous avons tout l'art en soi. Tout le monde a l'art en soi. Après, ça dépend des rencontres, des situations. Voyez-vous, moi, je me suis mis à sculpter à une période où j'étais malade, où il fallait que je fasse quelque chose, et j'ai sculpté. En ayant l'art qui m'était resté dans la tête quand même, d'aller voir ce qui se passait derrière tout ça. Voilà. Et j'écris comme je sculpte. C'est-à-dire que ça peut commencer par être un peu difforme, c'est toutes ces citations qui partent dans tous les sens. Oui, au début, ça ressemble à rien. Ah oui, ça part, hein, c'est un feu d'artifice, hein, c'est vrai. Hein. Mais j'explique aussi, dès le début du livre, j'explique ma démarche. Je préparais le lecteur, voilà. Je lui propose une aide à la lecture pour qu'il sache quelle est ma démarche. Donc, il faut être attentif dès le départ quand même. Et puis, s'il y a quelques citations, s'il a un peu marre, il peut aller un petit peu plus loin. Quand vous sculptez, vous voulez passer un message, vous voulez que les gens ressentent quelque chose en regardant votre sculpture. Qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent après avoir lu Nous sommes tous smicards? La beauté. Mais la beauté, ça ne veut rien dire, on le sait bien. Mais déjà, moi, je sculpte ce qui me fait plaisir. Hein, je ne sculpte pas trop pour les autres. Et puis, dans un deuxième temps, je fignole ma sculpture pour la montrer. C'est pareil dans l'écriture. J'écris beaucoup, je fignole. Et je l'arrange pour la montrer parce qu'il faut que ce soit aussi lisible. Hein, Dans la sculpture, on peut évoquer des trucs simplement. Dans l'écriture, c'est plus difficile parce qu'il y a l'alphabet qui nous bloque. Alors que dans la sculpture, dans l'art, il n'y a rien qui nous bloque. Moi, je dirais que grâce aux mots, rien ne nous bloque, puisqu'on peut tout inventer, et vous inventez même les mots. Mais ouais, ce que je trouvais intéressant, et moi, ce que je ressentais par rapport à nos échanges et à votre livre, c'est qu'en fait, l'art est vu comme quelque chose d'élitiste, alors qu'en fait, l'art, c'est quelque chose de gratuit, qui est accessible à tous et qui provoque un bonheur immédiat. C'est incroyable. Et c'est ça que je trouvais fort, en fait, comme message. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai perçu. Oui, c'est incroyable. C'est vrai que c'est accessible. Pas tant que ça, parce que regardez à la maternelle, tous les gamins qui dessinent, qui sont heureux et qui font voir à leur maîtresse, à leur oncle, leur petit frère, leur cousin l'image. Je pense que dans l'art, il y a un peu de ça aussi.
on fait ce qui nous fait plaisir, puis après, à un moment donné, on a envie de le montrer. Quand on veut être édité, c'est pour montrer. Bien sûr. Hein. C'est pour se faire entendre. C'est un petit peu l'enfant qui montre son dessin à sa maman. Et du coup, comme vous voulez vous faire entendre quelque part, et que votre livre est aussi une certaine critique du monde de l'art, qu'est-ce qui est pour vous le plus absurde aujourd'hui dans le monde artistique? C'est un peu difficile parce que on dit que dans l'art, tout est permis. Donc l'absurde aussi. Il n'y a pas de raison, on ne peut pas l'exclure. Mais il y a une période, vous savez, on a fait toutes les choses en grand. Il fallait que ce soit grand pour passer. Je sais pas pourquoi. On a donc dans le livre, pour tout vous dire, j'agrandis tout. C'est la démesure complètement. L'exagération. C'est l'exagération complète. Moi, j'ai des œuvres qui font 3 km de haut sur 500 mètres de large. Parce qu'il faut faire grand, il faut faire grand. Et ça a été ça il y a quelques années quand même. Ça l'est encore un peu. Hein. Moi, je me souviens, j'avais envoyé des photos un jour à une galerie pour exposer. Et puis, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est « ça mesure combien ?» Ça mesure combien? Regardez l'œuvre, enfin, je veux dire, ça mesure combien? Pourquoi? Parce qu'on était justement dans cette histoire-là où il fallait faire du monumental. C'est comme ça. Très bien, oui, le monumental. Le monumental, alors, sensationnel. dans ce livre-là, je multiplie toutes les œuvres par 100 000, on a des histoires. Bon, je pars d'une réalité aussi, j'ai été à Shanghai, mon fils y travaillait, donc j'ai eu l'occasion d'exposer 3-4 petits trucs là-bas, et j'ai assisté à une exposition contemporaine, et je l'écris là, je parle de tout, après je parle d'un tas de choses sur Shanghai, mais c'était énorme. Alors, moi ce que je fais, les deux personnages, Edmond et Jean, sont les deux personnages principaux. Hein. Edmond, c'est ma compagne, ma femme, mon ami, ma mère, enfin, c'est les miens, mes proches, c'est ma pensée. Et donc, Jean, il cherche, à un moment donné, il veut créer quelque chose. Parce qu'ils vont organiser une grande exposition mondiale, qui va amener d'ailleurs toutes les grandes célébrités du monde, parce qu'il leur est arrivé un incident diplomatique qui les a mis dans le journal et dans l'écran. Et donc, ils s'imaginent qu'ils ils ont le droit, puisqu'ils sont connus, ils se permettent une exposition dans leur petit village et ils grandissent tout. Voilà, donc chacun leur tour, ils choisissent une œuvre. Ça commence par Jean qui descend, il descend dans son petit garage, là où il a son établi, ses outils, tout ça, il boit sa bière et puis bon, il a un petit serre-joint dans la main là. Il a un petit serre-joint dans la main et puis Edmond l'appelle et il dit c'est l'heure de manger. Bon, il monte avec son serre-joint parce qu'il est dans sa main. Il a une intuition peut-être, allez savoir. Et il se met à table toujours avec son petit serre-joint et puis Edmond, qui l'aime mais d'une façon incommensurable, elle lui dit mais serre-moi fort mon amour. Et là, il sent quelque chose, Jean, voilà le déclic. Il dit, mais donnez-moi un serre-joint et j'ovalise le monde. Et cette phrase-là, je veux dire, elle part dans le monde entier. Et l'exposition commencera par un serre-joint. Mais il faut aller prendre des semi-remorques, des camions, aller chercher des tonnes de ferraille, parce que le serre-joint, il fera 3 km de haut, il fera 500 mètres de base, enfin tout ce que vous voulez. Ça devient complètement fou. Voilà. Et les subventions arrivent par milliards. Les subventions arrivent par milliards parce que ils ont une reconnaissance, il s'est passé quelque chose. À partir de là, ils peuvent tout se permettre. Edmond, ils vont choisir chacun leur tour une heure. Edmond, je lui avais fait un petit gâteau, une petite charlotte. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi, lui? Et ben, elle ferait un boudoir. Et le boudoir, on le voit tout le long du livre, ça devient une œuvre extraordinaire, on en parle dans tous les pays, parce qu'on a multiplié, il fait 150 mètres de long et puis 25 mètres de diamètre. Et voilà, là on est dans le gigantisme, quoi, voilà. Et ça étonne. Et ça c'est incroyable, ça. C'est incroyable cette exposition. Puis après, il y a des trucs encore plus
coup, hein, c'est vrai. C'est vrai que ça déjante beaucoup, hein. Ça déjante beaucoup. Et justement, quels ont été les retours de vos lecteurs Ah sur ouais. votre livre? Alors, le premier, j'ai fait des manuscrits, hein. Au début, j'ai pas lu, donc j'ai fait voir à quelques personnes. Mhm. La première Ils ont été personne, étonnés. alors Martine, une amie de longue date, elle me dit, mais je comprenais, puis je te reconnais pas. Elle ne me reconnaissait pas. Elle disait, moi, je te connais pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis, bon, heureusement, j'ai eu quand même 2 ou 3 retours de gens qui avaient un peu plus des liseurs, disons, plus dans des profs, des trucs comme ça, hein, ou des gens à l'université. Quand même 2 ou 3 qui m'ont dit, mais j'ai jamais lu ça. J'ai jamais lu ça, tout simplement. Alors, Jamais un écoute, c'est livre ce que qui tu veux. ressemble à Non, j'ai celui-ci. jamais lu quelque chose qui ressemble à ce que tu as fait. Et je pense que ce que j'ai voulu faire, c'est créer une écriture. Mais là, c'est prétentieux. C'est trop prétentieux. Mais je voulais rester encore dans la création, au niveau du style, de l'écriture. Vous vouliez parler de création en étant créatif dans la structure, dans le vocabulaire et dans Absolument, l'histoire. absolument. Bah, le résultat est plutôt bon. Et du coup, comment il a été accueilli dans les maisons d'édition? Quel a été votre parcours pour Alors, réussir à éditer votre livre? c'est très difficile, hein, d'être édité, hein, Mm, vous savez bien, surtout quand on n'est pas connu. tout à fait. Quand c'est le premier, c'est C'est très très difficile. difficile. J'en avais un petit avant, mais bon. Mais 20 ans après, j'ai fait celui-là, mais j'ai pris mon temps, là. Je me suis dit, il va falloir quand même que j'arrive à être édité. Alors, ce qui est arrivé, c'est 2 éditeurs me l'ont envoyé en disant, bon, tous les éditeurs, les 3 quarts, vous disent, ça correspond pas à notre ligne éditoriale. Oui, bah, quand on fait quelque chose de différent, Oui. effectivement, ça correspond à aucune ligne. Bon, non, mais ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas lu la plupart du temps. Et donc, je suis un peu méchant, hein. Bon, c'est peut-être un Mm. petit peu vrai quand même. Et puis, il y en a 2, et un notamment, qui m'a demandé, mais expressément, ce qui est éclaté au début, de le mettre à la fin. D'accord, donc de changer De changer l'ordre la structure. sur laquelle vous aviez justement beaucoup travaillé. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, d'autant plus que toutes ces phrases qui s'échappent comme ça, on se demande d'où elles partent, hein, il y en a une trentaine de pages au moins au début, hein. Mm. Et ben, il y a déjà à l'intérieur les personnages principaux du roman, que j'ai inclus dans ces phrases, où je mets toujours le prénom, le nom des gens qui les font. Alors, ce sont des fausses phrases, hein, évidemment. Donc après, j'ai eu d'autres éditions. Et puis Maya, effectivement, les éditions Maya m'ont pris, m'ont aimé, Vous adoptez. m'ont adopté. Ils ont accepté un petit peu cette chose un peu farfelue, il faut bien le dire. Et du coup, vous avez pu publier le livre tel quel. Oui, au début, il y a eu pas mal de corrections par rapport à la mise en page, et ça, parce que moi, je n'étais pas habitué. Vous savez, quand on envoie des feuilles qui font 21 sur 29, on n'a pas trop l'ordre. Bon, Mm. donc la mise en Oui, parce que page est c'est un nouveau métier aussi, hein. Oui. Être écrivain, c'est pas seulement envoyer son livre à l'éditeur, c'est Effectivement. participer, en tout cas chez Maya, c'est comme ça que ça se passe. Oui. On est impliqué à toutes les phases, Oui. et c'est effectivement... C'est vrai. La mise en page, les titres, tout ça, ils m'ont beaucoup aidé là-dedans. Après, toutes ces corrections normales, hein, au niveau de l'organisation du livre et tout ça, ça s'est assez bien passé, quoi. Voilà, on a travaillé directement avec une collaboratrice des éditions Maya. J'ai quand même dû être insistant sur le contenu à un moment donné de certaines choses. En effet, sur la ponctuation. Alors, la ponctuation, moi, je fais des dialogues qu'avec de la ponctuation des fois. Bon, alors ça peut un peu surprendre. Alors je mets Jean, point d'interrogation, elle, lui, et puis je peux en faire une page comme ça. J'exagère pas trop parce que c'est fatigant. Mais j'invente le point de satisfaction aussi. Alors voyez-vous, c'est ma petite revanche sur l'école. On en a parlé au début de l'entretien. J'étais un cancre, mais il y a tous les points possibles sauf le point de satisfaction. Oui, il y a le point Il y a le point d'exclamation, d'exclamation, le point virgule. d'interrogation, la virgule, le point virgule. Bon. De mon point de vue, le point-virgule n'a pas grand intérêt. Bon, ça, c'est une bagarre de beaucoup d'écrivains, hein. Il y en a qui disent que oui, c'est une histoire de retenue, de respiration. Maintenant, on respire, chacun respire comme il peut, hein. Et moi, j'élimine le point-virgule, il n'y a pas un point-virgule. Mais à un moment donné, l'éditeur a jugé bon qu'il en fallait un ou deux. Donc, j'ai quand même revenu leur dire volontairement, il n'y a pas un seul point-virgule dans ce livre. Par contre, vous verrez apparaître le point de satisfaction. Et ça ressemble à quoi, un point de satisfaction? Ça s'écrit Un comment? S avec un point dessus. D'accord, très bien.
Voilà. Un petite virgule dessus, ça ressemble à ça. Il est D'accord. dedans et voilà. Et les éditions Maya, eh bien, ils l'ont recopié tel quel. Donc j'étais assez satisfait. Ça, c'était difficile aussi parce que il y a aussi des jeux de mots, alors qui sont compliqués. Je suis un peu compliqué malgré tout, hein. D'accord, donc ça devait être assez complexe, j'imagine, Pour de la fin. corriger les vraies fautes d'orthographe d'un Ah livre oui, où il y a des oui, fautes qui oui, sont oui. faites exprès, Oui, sans dénaturer les jeux de mots et de ponctuation de son auteur. absolument, parce qu'en plus j'invente des mots. Alors je dis par exemple Jean Désarroite. Et bon, ça n'existe pas ce verbe. On comprend quand même. C'est dur d'inventer un mot, Mm. parce qu'il faut qu'il ressemble à quelque chose, qu'il soit bien placé, enfin, etc. Voilà, que ce soit drôle ou qu'il y ait un intérêt. Voilà, ou alors Philou ou Janine, elle n'arrête pas de conneриser, quoi. Elle connerise sans arrêt. Alors c'est vrai, j'invente encore un nouveau verbe. Ces trucs-là, ça bouscule un petit peu les éditions parce qu'ils n'existent pas. Et donc si on pensait que je faisais des fautes d'orthographe, mais non. Et du coup, vous avez réussi à avoir un résultat qui est... J'ai réussi. Ça a été assez long et j'ai eu la chance d'avoir une personne qui, à 3, 4 reprises, elle a dû revenir sur le taf. Alors, je suppose qu'elle avait aussi autre chose à faire, qui est revenue dessus. Et j'ai exigé un peu que ce soit comme ça parce que c'était le sens du livre. J'ai dû donner des explications. Et j'étais heureux parce que tout est entré. Tout. Voilà, donc ça fait toujours plaisir quand on crée une œuvre qu'elle soit imprimée D'autant de la plus, manière dont on l'a imaginée. voilà, Mm. d'autant plus que j'avais eu un ou deux refus, pas un ou deux refus, une ou deux acceptations auparavant où on me demandait de changer tout ça. Et là, moi, c'est trop dur. Puis à mon âge, on change plus beaucoup, on change plus beaucoup. Voilà. En tout cas, cette personne-là qui m'a beaucoup aidé là au niveau de mon suivi, je l'embrasse. Si jamais elle voit ici, parce que je pense que je l'ai embêté quand même beaucoup. Mais on a été au bout. Vous êtes allé au bout On a et été du au bout coup, et vous êtes tenace dans votre comme je le projet. voulais. Ouais, ouais, comme je le voulais, absolument. Alors que vraiment, il y a des trucs, c'est vrai, qui peuvent paraître un peu bizarres. Et du coup, est-ce que cela vous a donné envie d'écrire un autre roman, un nouveau livre? Je suis qu'un homme, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Là, je suis encore sur celui-là. Et je suis pas un écrivain professionnel. Et si je réécris, ça me demandera 2 ou 3 ans encore au moins. D'accord, donc c'est Mais quelque chose avec beaucoup de passion et beaucoup de détails. si vous voulez le titre, ça tournera autour de Journal d'un mythomane. Voilà. Ah bah ça donne déjà envie de le lire. J'aime beaucoup les mythos, les mythomanes. Bon, on l'est tous, dès qu'on écrit, on est un peu mythomane, hein, parce que, Le monde ah, est fait de mensonges. voilà, bien sûr. Ouais, ça me plaît d'écrire là-dessus, puis de jouer le mytho un petit peu à travers l'écriture, de me la jouer belle. Il y a beaucoup, à mon avis, encore de satire Il y à a faire beaucoup de aussi sur choses à dire thème. là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, sur la mythomanie. Ouais, 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 C'est l'un des plus gros fléaux de notre société. ouais. Ouais. Donc, du coup, et quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune auteur ou un jeune artiste? J'en sais rien. Il n'y a pas de Très conseil, franchement, pas j'en sais de- rien. Aucun conseil. aucun conseil. Je suis un petit peu embêté, moi, c'est actuellement ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est vrai que c'est... Bon, ça, pour moi, c'est très très compliqué. J'ai la chance, à mon âge, c'est la chance de l'âge, de l'âge assez âgé, hein, de pouvoir m'en passer, De pouvoir encore utiliser l'intelligence naturelle. de pouvoir utiliser que mon intelligence naturelle et pas mettre le pied dedans. Si on met le pied dedans, c'est foutu. De toute façon, c'est foutu. Moi, je dis toujours que l'intelligence artificielle ne peut rien y faire. Le verre est dans le cerveau et il faudra faire avec. Jusqu'où, je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'intelligence artificielle sera aussi créative que les êtres humains? Oui, plus même. Plus. Oui, oui, plus, Et ça va ça- partir. Oui, bien sûr. Oui. Bon, vous savez, quand on met des milliards de données dans une histoire, déjà, moi qui est sculpteur et qui l'était, là je suis sur la fin, j'ai vu des sculptures se faire quand j'étais en Chine, en Singapour, se faire sur ordinateur, en 3 dimensions, et personne touchait au bois. Personne n'y touchait. C'était une personne devant son écran, et puis après ça partait directement dans la machine, ça perçait. Et moi qui ai labouré ma vie, toute ma vie, en souffrant, en avançant comme ça, quand je vois que les choses arrivent si facilement que ça,
dans l'assiette, quoi. Ça vous vient comme ça d'un seul coup. Et c'est créatif. Très Je pense. créatif. Oui, 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 oui. Ah, j'ai vu des trucs très créatifs. Ah, oui, oui. La création, l'intelligence artificielle, elle va s'en charger. Vous savez bien, même on peint, je veux dire, il y a des grands tableaux qui ont été vendus, les grands tableaux, bah, vous savez, qui viennent d'être faits par l'intelligence artificielle, qui se sont vendus à des millions d'euros, qui commencent à faire, comment dirais-je, à faire la joute avec les Picasso et tout ça, qui se vendent des millions d'euros. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. La peinture n'existera plus, tout ça, ça n'existera plus. Mais la créativité restera une des qualités les Vous plus importantes, pensez, à mon avis. vous pensez qu'elle restera chez l'humain? Mm. Il faudra être bon, hein. Voilà, Fred, bon. Mm. Mais l'intelligence artificielle aussi nous permettra peut-être de devenir meilleurs et nous-mêmes plus créatifs en apprenant plus vite. Effectivement, on pourrait encore parler plusieurs heures du futur de l'art, Mm. notamment grâce à l'intelligence artificielle. Mm. Mais en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, selon toi, à quoi justement ressemblerait la galerie idéale? Mm. Et si tu pouvais la créer, la galerie d'art idéale, pourquoi ce serait quoi? C'est très difficile, hein, moi. Je suis un peu difficile. Mon rapport à l'art, il est difficile, hein. Et là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça va être difficile. Bon, je vais vous prendre un petit extrait du livre, qui s'est échappé du livre, d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de le mettre. Bon, c'est trop tard. Avec l'intelligence artificielle, l'être humain mute. Il se meut. Et il deviendra vache. Parce que l'homme, il foie vers son bonheur, il veut pas de soucis. Donc, il utilisera de toute façon l'intelligence artificielle. On arrivera peut-être à un ADN commun, mais bon, on va vers ça. Ça arrive déjà. Il y a des choses déjà qui arrivent, je vous jure. Hein. Un truc incroyable. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre, vous ne le savez pas, on a réussi à mettre l'intelligence artificielle dans le trou du cul d'une vache. Ça vous étonne, hein? Voilà. Et je vous jure que c'est vrai. Et déjà, elles pètent moins. Non, et elles s'excusent. Elles font des bouses vachement plus écolo. Alors, il s'est passé un petit ennui, c'est qu'il y avait toujours les bouses de la même grandeur. Dans la seconde près, l'intelligence artificielle les a fait toutes de différentes. Des bouses différentes, qui envoient moins de CO2 qu'avant. C'est le bonheur. Là, en ce moment, vous savez ce qu'ils essayent de faire? De faire des bouses avec l'odeur coquelicot, l'odeur rose, l'odeur mangue. On n'arrête pas le progrès. C'est incroyable. C'est incroyable. Qui aurait imaginé ça? C'est vrai. C'est Parce que la incroyable. technologie va sauver l'humanité. Voilà. Et on y est là, sans que vous le sachiez. Chier. Allons-y. Génial. Et du coup, si vous pouviez nous résumer votre livre en une phrase, comment nous résumeriez-vous? Nous sommes tous smicards. Je pense qu'on l'est tous. On a tous le SMIC en soi. Je crois qu'on le disait un petit peu au départ. On a tous le SMIC, on a tous l'art. Oui, on a tous le SMIC de l'art. D'accord. Voilà, on a tous le minimum artistique. Je pense qu'on On l'a est tous. tous capables de produire de l'art. Oui. Oui, parce que j'ai formé aussi des jeunes, des moins jeunes, des adultes. Et puis j'ai des adultes qui sont venus, je me souviens, dans des cours sur la sculpture sur bois, qui disaient, moi je viens, mais de toute façon j'y comprends rien, j'y arriverai jamais. Il n'avait jamais fait un truc et tout ça. Et puis à la fin de la semaine, il faisait un truc magnifique, en me disant, mais vous savez, à la famille, on va jamais me croire. On va jamais croire que c'est moi qui a fait ça, comme un gamin. Et je me souviens, cette personne, elle avait une 50aine d'années. Elle dit, mais personne va me croire à la maison. Pourtant, la sculpture, ça n'est qu'une technique, finalement. Parce que c'est vrai que la sculpture est quelque chose d'un peu mystérieux. C'est assez mystérieux parce que on enlève pour faire voir. Et ce côté mystérieux-là freine beaucoup de gens. Mais c'est une technique. Uniquement ça. Puis après, j'ai vu travailler avec des jeunes dans les classes primaires. Ils sont tous pleins d'art. Puis après, à la fin, chacun fait leur vie. Et puis il y en a un sur 100 qui va se mettre à faire de l'art. Mais moi, je le vois bien chez les petits, ils l'ont tous. On l'a et on le perd, ou on l'a, on n'a plus le temps dans notre société aujourd'hui de On a autre chose à faire. On a autre chose à faire. Papa et maman ont dit qu'il faut
artiste, c'est pas bien. Si un gamin vous dit à 12 ans qu'il veut être artiste, bon, on rirait, on lui dit passe ton bac d'abord. Étienne, si vous deviez résumer en 3 adjectifs votre roman pour nos auditeurs, quels seraient ces adjectifs? Celles qu'on m'a soufflées d'un peu partout, je vais les reprendre parce que finalement, moi je sais pas trop. Mais ce qu'on m'a amené, c'est créatif, surprenant et authentique. Écoutez, c'est tout ce que je pense que vous êtes. Ah, Donc mais ça c'est reflète non gentil. seulement votre livre, Ouais, mais aussi la personne. je vous remercie. Ouais. Ouais. Étienne, ce fut un plaisir de vous recevoir. Félicitations pour votre travail. Donc, nous sommes tous smicards, édition Maya. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Non. Ouais. Ouais. Ou alors, il faudrait que ce soit bon. Si, j'ai rajouté l'histoire de la vache. Et je l'avais écrite, puis je n'étais pas inclus à la dernière minute. Mais enfin, c'est pas grave. Ce sont un petit peu, vous savez, comme Charlie Hebdo. C'est vrai qu'il y a un petit peu comment dirais-je, à un moment donné, j'ai cherché d'où ce style me venait. Je me dis, on n'écrit pas quand même. Ça vient d'où ça? D'où c'est que ça vient, la façon dont j'écris? Alors, j'ai pas lu beaucoup non plus, hein. Je vous ai dit, j'ai lu mon premier roman, je l'ai pas dit, à l'âge de 50 ans. Non, à l'âge de 30 ans. Quand je suis parti en Polynésie. Vous avez lu votre premier roman à l'âge de 30 ans? Oui. À l'âge de 30 ans, j'ai lu mon premier roman. Et bon, c'était Marguerite Duras et tout ça. Et puis, on m'avait proposé aussi un polar de San Antonio. Des fois, on retrouve un peu de ça parce que je parle beaucoup avec le lecteur. Tout le long du livre, je le tiens. Je lui pose la question. Des fois, je l'engueule. Des fois, je lui dis, tu fermes ton portable, ta gueule, et puis tu lis. Tout ça, ça vient dans le livre. C'est un style. Mais pourquoi? Parce que je veux être proche du lecteur, peut-être. Donc, je veux pas qu'il s'en aille. Alors, souvent, je l'appelle. Au cours du livre, hein, c'est tout le long du livre, je l'appelle, je dis attends voir, c'est pas fini. Peut-être la peur de ne plus être lu. Bon, on va pas dire tout ça, hein, mais c'est peut-être la peur de ne pas être lu, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas exister. On revient à ce qu'on s'est dit autour du café en arrivant. Très bien. Merci beaucoup, Étienne. Et nous sommes tous smicards, donc aux éditions Maya. Voilà. Retrouvez-nous prochainement pour un nouvel épisode pour découvrir de nouveaux auteurs tous aussi surprenants et intéressants qu'Étienne. Voilà, merci beaucoup.